Bien, il est 13h29. Donc bonjour à toutes et tous. Un séminaire avec trois présentations d'équipe. Je rappelle juste quelques règles, hein. Vous coupez bien vos micros pour que les orateurs puissent faire leur présentation en toute quiétude. Et n'hésitez pas non plus à poser vos questions sur le chat pour la discussion qui suit chacune des présentations. Et donc c'est Marie Jaspard de l'équipe Terravir qui va ouvrir le bal, si j'ose dire, et qui va nous parler de recherche clinique sur la fièvre de Lassa en Afrique de l'Ouest. Je rappelle juste que la présentation est enregistrée. Elle sera sur le site YouTube de la faculté et également accessible depuis le site de l'IPLES. Marie, c'est à toi. Ok, très bien. Alors du coup, je partage. Vous voyez mes diapositives? Absolument. Mais tu n'es pas en plein écran. Oui, tout à fait, j'arrive. C'est bon. Ok, très bien. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de vous parler un petit peu des projets de recherche sur lesquels je travaille sur la fièvre de Lassa. Et donc, moi, je travaille dans le service de Karine Lacombe en maladie infectieuse à Saint-Antoine. Et donc, j'ai rejoint le service il y a une année uniquement. Donc, je ne connais pas encore tout le monde. J'espère rencontrer plus de monde dans les semaines et mois à venir. Donc juste, la fièvre de Lassa, c'est une fièvre hémorragique virale avec un virus qui est le virus de Lassa, qui est un ARN simple brun avec un réservoir qui est cette petite souris là, le rat multimamelle. Ce rat donc se trouve en Afrique de l'Ouest au sens un petit peu large et transmet la maladie, pardon, aux habitants des villages en se promenant dans les villages et en faisant ses excréments sur ce que vous voyez en photo en bas à droite, les aliments qui sèchent au soleil. Ici, c'est du manioc, mais voilà, ça peut être n'importe quel aliment qui sèche au soleil ou qui est dans les habitations. Et comme ça, les individus, les êtres humains sont contaminés. Ensuite, il y a une contamination interhumaine qui peut exister, qui est finalement, au fur et à mesure du temps, on se rend compte assez rare. La contamination de l'animal à l'homme est plus fréquente que d'homme à homme, sauf autour des cas nosocomiaux hospitaliers, autour d'une chirurgie, par exemple, d'un accouchement, où il y a effectivement beaucoup de sécrétions. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des contaminations de personnels médicaux. Le rat en question, vous le voyez ici. Alors attendez, je me vois moi, c'est bon. Le rat en question, donc il y a plusieurs rats. Le nôtre, c'est celui-là, le Natalensis. Vous voyez qu'il y en a absolument partout en Afrique subsaharienne, pardon. Et en fait, on a constaté récemment que ce gentil rat était capable de transmettre la fièvre de Lassa, donc le virus Lassa, à d'autres rats qui sont tous nommés ici. Donc je ne suis pas experte, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, une transmission entre les espèces de rats est possible et donc une potentielle extension à d'autres pays est aussi possible. Donc c'est pas pour aller tellement nous rassurant et donc ça justifie un petit peu le travail qu'on fait sur la fièvre de Lassa. Donc la fièvre de Lassa, le virus de Lassa a plusieurs, ce qu'on appelle lineage en bon français, si je puis dire. Vous voyez ici le Nigeria, c'est là où tout a commencé, à Lassa, au nord du Nigeria, dans la province du Borno. C'est la souche numéro 1. Aujourd'hui, on se bagarre tous avec la souche numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais c'est ce qui se passe ici, à Owo, Iroa, Abakaliki. Donc ça, c'est le gros des cas de Lassa et avec le lineage 2. Il y a aussi le lineage 3 et 6 qu'on trouve au Nigeria. Et ensuite, l'autre grosse particularité, c'est qu'il y a un lineage 4 qui est plutôt plus à l'ouest de l'Afrique de l'Ouest, dans les pays Guinée, Sierra Leone et Libéria. Et cette souche-là semblerait être plus virulente que la souche numéro 2 en termes de gravité clinique. Il y a aussi beaucoup, beaucoup moins de cas de souche 4 que de souche 2. La grosse majorité des cas qu'on a aujourd'hui, ce sont des cas de souche 2. Et puis récemment, on a découvert une souche 7 au Togo-Bénin qui a l'air d'être aussi différente en termes de présentation clinique et qui a l'air aussi plus virulente. Donc, à nouveau, pas beaucoup de cas, mais il faut qu'on investigue ça. Sur le plan épidémiologique, donc jusque-là, l'OMS déclarait 300 000, un peu plus de 300 000 cas chaque année et plus de 5 000 morts par an, sur des analyses assez floues. On ne voyait pas très bien d'où sortaient ces chiffres-là. C'est des très, très, très vieux chiffres. Nous, on ne les voit pas, les 5 000 cas par an de décès, de toute façon, sur le terrain. Donc voilà, c'était tout ce qu'on avait jusque-là. Et pour l'instant, la maladie touche que l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a jamais eu un cas autochtone ailleurs qu'en Afrique de l'Ouest à date. Et il y a une nouvelle modélisation qui a été faite en 2021, publiée par ces collègues-là. Alors, eux, ils ont regardé la séroprévalence de la maladie chez le rat, la séroprévalence de la maladie chez les humains, l'incidence
de la maladie elle-même, enfin la séroprévalence des anticorps, pardon. Et dans ce contexte-là, il conclut, donc, en mélangeant tout ça, alors je ne suis pas du tout modélisateur, bien loin de là, mais eux concluent, alors dans leur papier, 900 000 à 4 millions d'infections par an et 18 000 décès par an. Donc là, on les voit encore moins, 18 000 décès par an sur le terrain. Donc c'est tout ça pour vous dire que pour l'instant, on ne sait pas bien la quantité de fièvre de Lassa qui surviennent en Afrique de l'Ouest. Il y a une étude en cours qui va pouvoir nous aider à répondre sur la prévalence de la sérologie. Enfin, des anticorps chez les patients en Afrique de l'Ouest, mais on n'a pas encore les résultats. C'est l'étude Enable qui devrait sortir dans pas trop longtemps, j'espère. Donc, on n'a pas une idée claire du nombre de cas chaque année. Nous, ce qu'on sait, parce que ça, on le sait, on les voit, c'est qu'on travaille donc au Nigeria. Et vous voyez qu'au Nigeria, donc tous les ans, sur ce graphique ici, on voit tous les ans, il y a une épidémie qui survient en début d'année, tout début d'année. En général, ça commence autour de Noël, vous voyez là, avec un nombre de cas qui monte et qui redescend. En général, autour de mars-avril, il n'y a plus aucun cas. Donc pourquoi cette épidémiologie particulière? Le petit rat multimamelle vient dans les zones d'habitation quand la saison est sèche pour trouver de quoi manger et retourne dans la forêt quand la saison est humide. Et donc dès qu'il pleut, on voit tout de suite, très rapidement, il n'y a plus de transmission des cas et donc il n'y a plus de cas et on se retrouve tout le reste de l'année avec un petit niveau comme ça. Il y a toujours des cas au fil de l'année, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de cas que pendant les pics épidémiques. Alors, vous voyez les chiffres ici au Nigeria. J'ai pas mis les chiffres 2024, mais il me semble que c'est 850 à date aujourd'hui. Donc, il y a en gros par an entre 800 et 1200 cas chaque année confirmés au Nigeria, qui touchent toutes les provinces du Nigeria, avec une majorité des cas dans ces deux gros points-là, qui sont là où nous, on travaille depuis quelques années. Donc ça, c'est le centre, l'hôpital de Haut, là où je travaille, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est un centre de prise en charge. On les dialyse, les patients. Vous allez voir qu'il y a un problème rénal avec la fièvre de Lassa. Et puis, on fait du diagnostic avec une RT-PCR sur place pour avoir un résultat dans les 4 à 6 heures après le prélèvement. Et en fait, on a, au tout début de notre intérêt, si je puis dire, sur la fièvre de Lassa, on a commencé par faire une grosse cohorte qui s'appelle l'ASCOP, qui a été publiée dans le Lancet Global Health il y a quelques années maintenant et où on a juste décrit les participants, les patients inclus dans l'étude. Donc à l'époque, on avait 510 patients. Quand on a fini complètement l'étude l'année dernière, on avait 1200 patients à peu près. Et ce qu'on a trouvé, c'est ce que je vous présente là, une mortalité à 12% à l'hôpital, une médiane entre les symptômes, le premier symptôme, donc à domicile, et l'admission de 8 jours, donc extrêmement long. On récupère les patients très tard. Les symptômes que vous voyez ici, fièvre, vomissement, diarrhée, c'est des symptômes extrêmement classiques en Afrique subsaharienne. Et donc, évidemment, les patients pensent avoir le palu, une gastro-entérite ou autre chose, et donc consultent extrêmement tardivement, ce qui pose problème pour les prises en charge thérapeutiques, évidemment. Et vous voyez que c'est une fièvre hémorragique virale, donc qui saigne dans 21 à 35%, 20 à 35% des cas. Tous les patients ne saignent pas. Ça, sur le plan biologique, donc c'est une virose, hein, donc c'est à peu près des résultats qu'on attend de voir dans une virose. On a une cytolyse hépatique quand même assez fréquente, euh, assez largement décrite aussi dans d'autres papiers plus anciens. Et puis on a une atteinte rénale qui est, elle, très, très inquiétante, qui grève fortement le pronostic vital des participants, des patients, et que vous voyez ici. Et vous voyez que pour les patients qui reçoivent la dialyse, donc qui sont tellement graves sur le plan rénal, qui doivent être dialysés sur nos centres de prise en charge, il y en a plus de 50% qui décèdent. Donc vraiment, le pronostic est rénal dans cette maladie. Donc le traitement, c'est la ribavirine. Tous les patients que nous avons inclus ont reçu de la ribavirine. C'est le traitement recommandé par l'OMS et sur le Nigeria et d'ailleurs dans tous les pays qui ont des cas de fièvre de Lassa. Et les facteurs associés à la mortalité, donc à peu près comme toujours, la charge virale basse, la gravité clinique à l'inclusion, l'insuffisance rénale, on en a parlé, ça a vraiment un fort facteur pronostic, et puis la cytolyse à l'inclusion ou à l'admission, qui aussi grève le pronostic. Donc, le traitement spécifique, c'est la ribavirine. Alors, d'où vient la ribavirine? Donc, de ce papier-là, 1986, vous voyez, un certain monsieur McCormick qui a publié ce papier, qui travaillait pour l'armée américaine et qui est venu donc au Nigeria faire son étude avec la ribavirine. Et vous voyez que ces résultats sont assez marquants, assez efficaces. Quand il n'y a pas de traitement, 55% de décès, et quand il y a de la ribavirine IV ou Péros, entre 19 et 14%. Donc lui conclut à une efficacité de la ribavirine. Vous voyez que les effectifs sont relativement petits. Donc le Nigerian CDC recommande la ribavirine avec deux différents
régime, mais je pense que c'est pas très important à ce stade. En tout cas, tout le monde s'engouffre dans la ribavirine et la ribavirine est donc devenue le traitement de référence depuis 1986 sur la fièvre de Lassa. Et de plus en plus, en fait, il y a eu des questionnements qui ont émergé de plusieurs collègues chercheurs dans le monde entier. Donc là, c'est un papier des Allemands qui a fait une revue systématique de la littérature sur la ribavirine. Et en réanalysant les différentes études qui ont été publiées au fil des années, donc vous allez retrouver ici évidemment les résultats aussi de notre ami McCormick, euh, de plus en plus, enfin en tout cas ces collègues-là estiment que le bras contrôle historique était suffisamment faible pour pouvoir servir de bras contrôle. Et en lisant le papier, si je vous invite à le lire, hein, alors il est payant, donc il faut débourser 30 euros pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que le manque de clarté, c'est un euphémisme, hein, on ne comprend vraiment pas grand-chose dans les méthodes de randomisation. Les gens changent de groupe en cours de route. Critères d'inclusion changent aussi en cours de route. Donc que la méthodologie est extrêmement discutable. Et vous voyez qu'en réanalysant un petit peu les éléments, on peut commencer à émettre des hypothèses que cette ribavirine a potentiellement un effet ou inexistant ou même éventuellement délétère. Et ce papier-là, c'est les Anglais de Oxford qui, eux, ont fait un coup de maître et qui ont envoyé une requête à l'équipe de McCormick pour leur demander de récupérer les dossiers de ces patients de 1986. Et puis par un espèce de hasard incroyable ou peut-être une erreur de quelqu'un du côté américain, ils ont reçu tous les dossiers de tous les patients, donc de 1986, et ils ont tout réanalysé, tout remouliné. Et vous voyez que, a priori, sur les gens qui ont notamment des enzymes hépatiques qui sont normales, donc qui sont plutôt pas trop malades, clairement, la ribavirine est défavorable pour ces patients-là. Et dans l'ensemble, la ribavirine, dans leur analyse à eux, est plutôt pas efficace, voire toxique. Donc à nouveau, il y a une méthodologie même pour ce papier-là qui est discutable, hein. C'est des vieilles données, c'est une reprise de dossiers, donc on n'a toujours pas la réponse sur savoir si la ribavirine fonctionne ou non, mais on peut commencer à se poser de plus en plus de questions. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait dans notre équipe de recherche à l'époque où je travaillais chez Alima? C'est qu'on s'est intéressé, donc j'ai travaillé pendant 5 ans chez Alima sur la recherche, notamment sur les fièvres hémorragiques virales. Alima, c'est une ONG médicale qui fait aussi de la recherche. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché évidemment d'autres médicaments, comme le favipiravir, et ces deux médicaments-là, avec des noms difficiles à retenir, qui sont des antiviraux directs. Et puis ça, c'est un cocktail de mAb, donc d'anticorps monoclonaux. Euh, on a colligé donc toutes ces informations sur ces 4 médicaments-là. On a contacté les firmes pour essayer de voir s'ils étaient intéressés à développer des médicaments sur la fièvre de Lassa et à implémenter ces médicaments-là dans un possible essai thérapeutique. Et donc, on a commencé par travailler sur le favipiravir, qui était le plus avancé, puisque vous voyez qu'il est déjà utilisé, il a déjà eu des phases 1 qui ont été faites. Il y a une phase 1 en cours avec des doses plus élevées, mais dans l'ensemble, c'est un médicament qui était repositionné, qui est un médicament de la grippe initialement, et donc qui avait des données de safety qui étaient déjà disponibles. Le préclinique sur le favipiravir était encourageant sur la fièvre de Lassa, et donc on a lancé une étude qui s'appelle Safari, dont je n'ai pas choisi le nom, j'aurais jamais choisi un nom pareil. C'est une étude qui a été coordonnée par les Allemands du Bernard Nocht Institute et où on gardait justement la sécurité, la PK et la tolérance du favipiravir chez les patients Lassa au sud du Nigeria, là où nous travaillons tous ensemble. Et donc on avait 20 participants par bras avec la ribavirine versus le favipiravir et le critère d'ajustement principal était l'évolution de la charge virale. Et on a inclus uniquement des patients Lassa confirmés non sévères. Un peu patatras, on ne voit pas de supériorité du favipiravir sur la ribavirine à cette dose-là. Et donc, dans les modélisations qui ont été faites, on a l'impression qu'en augmentant la dose de favi, euh, on pouvait éventuellement être efficace. À nouveau, c'est une phase 2, très peu de participants. Sur la charge virale, il n'y a pas d'endpoint clinique. Donc, c'est un résultat préliminaire qui n'a pas dans le bon sens, mais qui ne nous a pas complètement découragés parce que nous, on est à peu près convaincus qu'il faut monter les doses de favipiravir dans ce contexte-là. Et donc la suite de Safari, c'est l'essai Integrate, qui est l'essai que je coordonne pour le compte du bailleur, qui est donc la Commission européenne, EDCTP, avec en sponsor donc la NRS et nos collègues du Nigeria qui sponsorisent cet essai ensemble. Et donc cet essai Integrate rassemble tous ces partenaires-là, donc du nord, du sud, et principalement donc le Nigeria avec 3 sites au Nigeria qui vont inclure les participants tout de suite, mais aussi on va inclure des participants du Libéria, de Guinée et du Bénin, en fonction de l'épidémiologie dans ces pays. On est prêt à commencer dans le Nigeria, mais le reste va venir. Et puis on a des collègues donc allemands, belges avec MSF Belgique, et puis américains.
Et donc l'objectif, c'est de faire un essai thérapeutique plateforme qui évalue la safety, et la tolérabilité et l'efficacité dans ce contexte-là de la fièvre des traitements qu'on va évaluer sur la fièvre de Lassa. C'est une phase 2 et 3 avec, du coup, je vais vous montrer, je crois, le design. Alors, pardon, je vous montre juste les sites d'abord. Donc, les deux sites dont on a parlé, Owo et Iroa, donc au sud du Nigeria. Vous avez vu tout à l'heure, c'est la même carte, hein, on superpose l'endroit où il y a le plus de cas qui sont ici. Et ensuite, on pourra élargir en effet au Bénin, Libéria, Guinée dans un deuxième temps, parce que c'est déjà compliqué de monter l'essai au Nigeria. Donc, on va commencer par ça. Et donc, le design est ici. Donc, vous le voyez ici. Le principe, c'est que c'est un essai adaptatif plateforme. Donc, les médicaments rentrent et sortent en fonction d'une éventuelle efficacité ou inefficacité. Donc, dans la phase 2, qui est représentée ici, vous voyez on peut mettre différentes doses de médicaments. Donc, une faible dose d'une forte dose, par exemple. On regarde en fin de phase 2 ce qui se passe. On en choisit un éventuellement. Alors, où on peut le faire, ce qu'on appelle seamless ici, donc ça se continue, ou on le fait en séparé. Euh, mais on regarde si c'est efficace sur des critères de phase 2, c'est-à-dire la charge virale principalement. On prend la meilleure dose et on avance ensuite avec la meilleure dose en phase 3. Et on va essayer d'utiliser les résultats de la phase 2 pour alimenter la phase 3 aussi, pour essayer de limiter un peu le nombre de participants à inclure. Et comme ça, on fait des analyses de futilité ensuite sur les analyses intermédiaires et on peut arrêter un bras bien avant la fin de l'essai pour pouvoir éviter de consommer trop de participants. Voilà, j'espère que c'est clair. Les critères d'inclusion de cet essai, qui est un gros truc, hein, on a commencé à monter le projet en juillet dernier et on devrait commencer les inclusions juste après l'été. On a les approbations éthiques, il nous manque les approbations réglementaires. Pardon. On a donc le financement, comme j'ai dit, de l'Union européenne. Donc on va pouvoir très rapidement commencer les inclusions, j'espère. Il peut toujours y avoir de nouvelles surprises. Et en tout cas, la population à inclure, c'est donc des patients qui ont la fièvre de Lassa avec une PCR positive, avec des symptômes et qui doivent aller à l'hôpital, ce qui est le cas pour tous les participants Lassa, notamment au Nigeria. Et en fait, les critères d'exclusion, on n'a pas pu garder les femmes enceintes en phase 2 sur des molécules qui n'ont pas encore été assez évaluées, c'était trop compliqué. On verra ensuite à les rajouter et à rajouter les enfants, mais pour l'instant, dans un premier temps, on ne va pas le faire. Et puis évidemment, ensuite, on exclut les patients qui vont être vaccinés. Il y a un essai vaccinal aussi en cours, donc ceux-là, on va devoir les exclure. L'endpoint est composite. Je n'ai pas allé forcément dans le détail, mais on n'a pas pu prendre que la mortalité, puisque la mortalité est que de 12%, donc on allait avoir un petit peu de mal à avoir, enfin, on allait avoir des effectifs extrêmement élevés, donc on a pris la mortalité et l'aggravation clinique sur le plan rénal, respiratoire et cardio-circulatoire. Et puis, donc là, c'est ce que je vous ai marqué, les bras actuels, comme c'est un essai plateforme, ça va changer progressivement, mais on va commencer par un bras contrôle ribavirine et comme bras interventionnel, le favipiravir avec une dose plus élevée que ce qu'on a mis dans Safari. Un bras favipiravir plus ribavirine parce qu'il y a des études précliniques qui montrent une synergie entre ces deux molécules chez les rongeurs. Et puis alors, les collègues nigérians ont voulu tester la dexaméthasone sur la fièvre de Lassa, donc avec un bras ribavirine plus dexaméthasone. C'est des petits effectifs en phase 2, je vous dis 36 participants par bras. Et ensuite, on voit qu'est-ce qui passe en effet en phase 3 en fonction d'une analyse qui va être ensuite partagée avec le DSMB. Et donc ensuite, en phase 3, on aura quelques-uns de ces bras-là. Donc je ne sais pas si on aura les quatre, mais on en aura potentiellement au moins le bras contrôle et quelques bras d'investigation. Et là, donc les effectifs sont plus élevés, 183 participants par bras. Pour l'instant, on va mettre en place un usage compassionnel pour les femmes enceintes. Alors vous allez tous me dire que la ribavirine est contre-indiquée chez la femme enceinte et vous avez tous totalement raison. Actuellement, présentement, c'est ce qu'on donne aux femmes enceintes au Nigeria. C'est ce qui est recommandé par le Nigerian CDC. Euh, L'OMS n'a pas eu la possibilité de le recommander officiellement, mais en tout cas, personne ne s'oppose à ça. La maladie est très grave chez la femme enceinte, donc dans la balance bénéfice-risque, il a été convenu qu'on traitait les femmes enceintes avec la ribavirine. Nous, dans notre programme, donc, il y aura un usage compassionnel, et puis les enfants, il faut qu'on voit comment on les inclut, à quel moment. On voulait déjà essayer de faire un petit peu de débrouillage avec la phase 2 pour ensuite voir comment on inclut les enfants, notamment pour aussi, donc des raisons de safety, évidemment, mais aussi de posologie. Voilà, alors juste un mot sur la recherche sur les candidats vaccins et après j'en aurai terminé. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Donc il y a plusieurs candidats vaccins qui sont en cours d'évaluation actuellement. Je vous les ai mis ici. C'est surtout pour vous dire qu'il y en a quelques-uns qui arriveront. Donc le vecteur VSV qui est le plus avancé. Donc c'est un vaccin avec un vecteur viral qui est le même vecteur viral que le vaccin Ebola.
Et donc là, ils tentent avec ce même vecteur-là sur la fièvre de Lassa, qui est assez bien avancée. La phase 1 a été faite. Il y a une phase 2A qui est en cours actuellement en Afrique de l'Ouest. Et puis, il y a une phase 2B qui doit venir sur nos sites, justement, dans les mois à venir, normalement. Ensuite, il y a un vaccin vecteur rougeole qui avait été développé notamment par l'Institut Pasteur de Lyon et qui a dû arrêter son développement pour des tas de raisons très longues et pas très intéressantes à vous raconter. Un vaccin à ADN aussi qui a commencé puis qui s'est arrêté. Et puis, un vaccin à adénovirus de Oxford qui s'appelle le vaccin Shadox, dont la phase 1 devrait commencer. Et pour finir, un vaccin sur lequel nous, on travaille aussi, donc ce vaccin recombinant Mopeya hyper atténué, qui est un vaccin développé par l'Institut Pasteur de Lyon aussi, et qu'on va probablement aussi nous évaluer en phase 2 au Nigeria quand la phase 1 sera finie et complétée pardon, en France. Donc voilà, ça c'est le pipe des vaccins. Donc tout ça va en même temps et se dérouler ensemble sur les mêmes sites. Donc il va falloir qu'on arrive à se dépatouiller de tout ça. Mais en tout cas, on ne va pas manquer de programmes et de projets dans les mois et années à venir sur la fièvre de Lassa. Donc juste pour conclure, les trucs importants à retenir, je dirais 12% de mortalité de la fièvre de Lassa à l'hôpital, Afrique de l'Ouest intégralement, Nigeria majoritairement, la défaillance rénale qui est l'enjeu principal de la prise en charge, la ribavirine qui est remise en question, et puis les nouveaux médicaments qu'on est en train d'essayer d'évaluer le plus largement possible, dans l'essai Integrate notamment, et le développement vaccinal qui ne s'arrête pas et voilà, qui avance aussi en parallèle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça, c'est le design de projet Integrate que je génère parce que je trouve que c'est assez joli. Et voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Vraiment, je pense qu'on a tous appris des choses. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat. Alors, allez-y, hein, posez des questions, je les lirai. Moi, j'en ai quelques-unes. La première, c'est une question assez générale sur réchauffement climatique, fièvre de Lassa, et est-ce qu'il y a un risque de voir un jour ce type de maladie arriver en Europe du Sud, par exemple? Oui, alors, oui, je réponds immédiatement, pas de souci. Alors, bah, il y a pas beaucoup de travaux. J'aimerais qu'on développe cette partie-là, et notamment dans l'équipe IPLES, parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient avoir envie de travailler dessus, donc ce serait un plaisir. Moi, en tant que béotienne, médecin clinicien, je me dis que la déforestation, là où des rats habitent, ça doit pouvoir potentiellement les déranger plus et les faire interagir plus, en tout cas sur le continent. Et après, ces petits rats-là, la répartition, elle est pour l'instant africaine, mais dès lors qu'ils peuvent transmettre à d'autres rats, on se dit qu'ils peuvent transmettre du coup à n'importe qui en termes de rats, je veux dire, et que donc du coup, il est pas exclu qu'on se retrouve avec des rats européens et français infectés par la fièvre de Lassa. Il n'y a pas tellement de raisons que ça marche pas. En revanche, la contamination interhumaine est assez faible, donc le potentiel épidémique au sens très très large sur le continent européen, pour l'instant, me paraît pas une énorme menace. Je vous le dis à vous, faut pas le répéter à nos bailleurs, hein, parce que je leur dis l'inverse, évidemment. Mais, euh, mais voilà. Et donc, on est bien dans une problématique One Health. Et donc, Oui. j'avais une deuxième petite question qui était sur la prévention finalement de ces infections. Euh, il y a peut-être aussi des leviers d'action potentiels pour éviter que les rats contaminent finalement la source d'infection de ces personnes en Afrique subsaharienne, non? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de prévenir cette contamination qui ne passe pas forcément par du médicament? Ben, alors, il n'y a pas de politique actuellement, au Nigeria en tout cas, de lutte contre les vecteurs. Ça paraît évident qu'il faudrait le faire, ça c'est clair, d'éducation. Alors nous, on fait l'éducation aux populations pour essayer de pas faire sécher le manioc au soleil, mais pour tous ceux qui ont été en Afrique, ils savent que c'est juste pas possible. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne et que c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver de quoi manger. Donc c'est difficile, la lutte antivectorielle. La lutte contre les rats, enfin, vous me direz, c'est toujours difficile, hein, mais ça l'est aussi. Et pour l'instant, il n'y a pas de politique sur ça. Donc c'est une piste, Alors, évidemment. il y a Katia qui a levé la main. Katia, je te laisse et après je lirai les questions de Pierre-Yves. Mm. Bonjour Marie, c'était juste par rapport à la fonction rénale, puisque tu dis que c'est l'atteinte la plus importante. Est-ce que les patients récupèrent? Oui, la Oui. majorité des patients récupèrent, certains récupèrent pas. Mm. On n'a pas le mécanisme parce qu'on a essayé en fait de recueillir des données un petit peu sur le ionogramme urinaire, au moins ça, mais on n'a pas d'échographie, on a rien en fait. Faut imaginer, on est dans un centre de prise en charge très haut niveau de protection, donc on est tous en protection maximale là, comme sur Ebola.
Donc, on n'a pas beaucoup de prélèvements, donc les PBR sont pas possibles, l'échographie sont pas possibles. On a quelques iono-urinaires, mais qui sont assez mal faits, qui ne permettent pas de conclure sur le type d'atteinte. Mais en D'accord. réalité, en pratique sur le terrain, on constate qu'ils ont récupéré dans certains cas. Dans la majorité des cas, certains n'ont pas récupéré. Après, on n'a pas la créate forcément à baseline non plus, toujours. Mm. Parfois, c'est un peu compliqué de voir s'il n'y a pas aussi une fragilité rénale préexistante. D'accord. Merci. Merci. Donc Pierre-Yves pose la question de candidat vaccin existant, vaccin à ARN. Il n'y en a pas. Si, il y en a un que je crois que je l'ai même pas dit à l'oral, mais il est là. J'ai pas d'infos sur ce vaccin. Je sais qu'ils se sont positionnés dessus, les gens qui font des vaccins ARN, mais pour l'instant, ils nous ont pas du tout approchés. Alors c'est vrai qu'assez rapidement, finalement, maintenant, les gens qui savent qu'on travaille sur la SA nous approchent. Donc voilà, je sais qu'ils existent, mais j'ai pas encore de contact avec eux et je sais pas où ils en sont. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas publié de phase 1 sur un vaccin ARN Lassa, présentement. Et alors, comment se fait la transmission entre rats? Est-elle directe? Et que fait le virus chez le rat? Il porte ça de façon asymptomatique? Ouais, le rat n'est pas malade du tout. Et après, la transmission entre les rats, je pourrais pas vous dire. J'en sais rien du tout. Là, ça dépasse le champ de mes compétences. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille sur les rats, là, ça. Il y a notamment une collègue qui s'appelle Elisabeth Fichet-Calvé qui travaille beaucoup, beaucoup là-dessus, qui est au Bernanos Institute. Et je lui poserai la question. Et je répondrai à Pierre-Yves sur le sujet. Ok, super. Et alors moi, j'avais une autre question qui est d'ailleurs qui est en lien avec l'essai, c'est la diversité clinique des présentations. Ouais. Est-ce qu'il y a des formes asymptomatiques d'infection chez l'homme, par exemple? Vous allez avoir ça avec la séroprévalence, peut-être? Ouais, alors, certainement. Mais la diversité clinique, c'est un vrai sujet actuellement parce que on voit bien qu'entre les différents linéages, on n'a pas la même présentation clinique. Ce qui, du coup, embrouille beaucoup le message pour les cliniciens. On essaie d'être un peu systématique. On a vu des cas de fièvre de Lassa purement neurologique, type encéphalite pure, avec aucun signe extérieur d'atteinte neurologique. Donc là, pour le diagnostiquer, faut quand même s'accrocher. Donc ça va être un gros enjeu, ces différents linéages qui sortent et qui n'ont pas toute la même présentation clinique. Le linéage du Bénin, par exemple, il fait beaucoup de CIVD, alors que nous, on en voit très très peu. Donc il y a des présentations qui sont un petit peu différentes comme ça selon les linéages. Et puis après, l'étude Enable cherche des porteurs, des porteurs sains, enfin donc pas- des asymptomatiques. Donc on en saura plus. Nous, on les voit pas, on est à l'hôpital, donc ils viennent que quand ils sont malades. Mais l'étude Enable va pouvoir nous conclure à ça. Ils font une étude de sérologie, ils font une étude de PCR aussi dans une population, et puis ensuite ils regardent le nombre de patients qui deviennent malades parmi le nombre de patients suivis. Donc on aura tous ces chiffres-là normalement dans cette étude-là. On sait finalement assez peu de choses sur ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital. Nous, on a travaillé sur l'hôpital à l'intérieur du centre de prise en charge, mais dehors, pour l'instant, c'est encore un petit peu vague. Je vous raconterai la suite dès qu'on aura les résultats de Enable. Ok, bien sûr. Euh, alors, j'avais encore une question avant de lire la question de Daouda. C'est l'effet linéaire, justement. Vous démarrez au Nigeria votre essai et vous allez peut-être étendre sur d'autres sites, mais ce ne sont pas les mêmes linéages. Oui. Que ça, vous l'avez anticipé dans votre planification d'essai plateforme? Oui, oui, tout à fait. Alors, surtout, on demande aux gens qui font des médicaments s'ils les ont évalués sur d'autres linéages. Alors, comme le linéage 4 est un des linéages les plus disponibles, si je puis dire, dans les laboratoires, en général, les évaluations sont faites sur le linéage 4, sur lequel nous, on ne va pas commencer. On commence par le 2. Donc, je peux vous remettre si vous voulez pour que vous... Parce que Non, c'est c'est... bon, c'est bon, Marie, c'est clair. Merci pour ta réponse. Et donc, la dernière question pour cette présentation, qui est celle de Daouda Diaré, qui se demande comment les contaminations arrivent chez l'homme. Est-ce que ça se fait par les aliments contaminés ou est-ce que c'est parce que on consomme de la viande de rat dans certains endroits qui Bah, serait c'est contaminée? c'est nécessairement les deux. Après, c'est pas manger de la viande cuite qui peut contaminer les gens, parce qu'une fois qu'elle est cuite, il n'y a plus de virus. C'est dépecer un rat et le cuisiner. Donc, c'est moins le manger que le cuisiner. D'accord. Mais évidemment, c'est tout à fait possible aussi. Très bien. Bah, écoute, je te remercie très sincèrement de cette présentation on a appris plein de choses, très éclairantes. Avec plaisir. Voilà. Merci de m'inviter à... Et donc, on va passer maintenant la main à l'équipe Nemesis. Donc, c'est Giovanna qui fait l'introduction des deux exposés qui vont avoir lieu pour cette équipe. Et donc, Giovanna, je te cède la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Absolument.
Oui, bonjour. En fait, on va vous présenter deux études qui ont été développées par Paula Barrales et Nadja Ritz, qui sont deux étudiants que j'ai encadrés pendant leur stage de Master 2. En fait, les deux ont travaillé sur des données d'exposition à la pollution de l'air et des données de mobilité de l'étude MobiliSense. Les premières études qu'on va écouter, c'est l'étude développée par Paula, qui a travaillé sur l'évaluation de l'hétérogénéité d'exposition individuelle aux polluants de l'air dans les différentes lignes des métros et pendant les transports en commun. Donc, on verra les différences. Et la deuxième étude, c'est l'étude portée par Nadja, qui a travaillé sur l'évaluation de l'effet d'exposition individuelle aux polluants de l'air sur la capacité respiratoire. Et donc, je laisse la parole à Nadja et Paula. Je coupe mon micro. Paola, tu es en mute. Il faut que tu actives ton micro. Paula, on ne t'entend pas. Oui, on Oui. t'entend. C'est bon. Good afternoon. My name is Paula Arral, and as a representative of the Nemesis team, I will be presenting the project Evaluation of the Heterogeneity of Air Pollution Exposure in Mobility Tracks, a focus on Paris public transport network lines and personal cars. As we know, air pollution has detrimental health effects and is the leading environmental risk factor. We spend a significant amount of our time commuting. In Europe, it is expected that around 5 to 8% of our time we spend it commuting. And most of the air pollution exposure is due to traffic. And there's a gap in the literature about the influence of air pollution due to mobility behaviors and the relationship that has with health. The objective of the study was to explore how the variability among public and private transportation modes affect personal air pollution exposure during the mobility tracks. As I said, there's a gap in the literature about the effects of pollutants on health and the best way to measure them based and considering mobility. Most of the studies that have been done have used residential-based measurements to measure air pollution instead of sensors, and they have not taken into account mobility. And even less studies have taken into account the variability between the metro lines. And regarding private vehicles like cars, the studies haven't analyzed the requirements of Euro standard, that it's a European standard based on Euro production, or Critère, the French standard that we use to regulate low emission zones, could have the impact those standards could have on pollution. So the MobiliSense study. The MobiliSense study took place between May 2018 and March 2022 in the Grand Paris metropolitan area in France. It was a two-stage stratified random sample of neighborhoods based on traffic density and income. The dwellings were selected based on the neighborhoods that were previously discussed, and they selected non-smoking adults from non-smoking households. At the end, they recruited 289 participants. The participants were followed across 6 days, thus encompassing weekday and weekend. For the 6 days, they had a GPS receiver and an accelerometer where we could be aware of where they were and the mobility they had. They also had a black carbon sensor for days 1, 2, 3, and 4. And in interchangeable days, they had another sensor that would measure pollutants, would be gases and particle matter. The basic model for this study was the pollutant being explained by the transport mode and the random effect of the participants, because as we said, we wanted to investigate how the transport modes that the participants took affected their personal exposure to air pollution. So the tested covariables that we used were based on the characteristics of the day and or the characteristics of the transport in the case of the metro. We did a forward analysis, and then the final analysis was including the covariables of season, temperature, relative humidity, workday, rush hour. And as I've said before, the random effect that would interpret the difference between the participants. So the first results we got from our model are the following. I would like to direct your attention
First, the first column shows the metro line, and this has the levels of exposure, levels of personal exposure to air pollution in the metro lines. As I said, the first column is the metro line, and then we have the following. The first, I would like to direct your attention to the pink highlight. It's Metro Line 13 as compared to Metro Line 5. Metro Line 5 was this reference for NO2 because it exposed participants to the least amount of NO2 in comparison to other metro lines in previous data that we collected. So Metro Line 13 exposed participants to 9.28 particles per million more of NO2 that the participants were exposed in line 5. That is followed by line 10 that exposed participants to 7.61 particles per million of NO2 in comparison to Metro Line 5. Now, for CO, I would like to direct your attention to Metro Line 7. Metro Line 7 exposed participants to 0.30 particles per billion more CO than the participants in Metro Line 6. For CO, we use Metro Line 6 as the reference as it exposed participants to the least amount of air pollution. Then it's followed by Metro Line 1, 8, and 10, exposing participants to 0.19 particles per billion in comparison to Metro Line 6. Finally, for black carbon, we have that Metro Line 13, as we have for NO2, is the one that is exposing participants to the most amounts of air pollution of black carbon, with 4.61 in comparison to Metro Line 6. And then we have the following line, as you can see in the blue, that is Metro Line 8, exposing participants to 3.57 milligrams per meter cubic, more black carbon than it had for the reference that was Metro Line 6. Now, we also decided to see how personal cars would impact the amount of pollution that participants were exposed. And this is the amount of pollutants that they were exposed inside the cabin. The participants were either driving or as a passenger of the car. And we decided to classify the cars based on two different standards. First, we have the Euro standard. As I said before, the Euro standard is a European-based standard that is just taken into account based on the year the car was produced. We have Euro standard from 0 to 2014. 2014 it was the last time the Euro standard was updated, and that is the Euro standard 6. And then for Euro standard 0 is cars that were older than 1996. That is when we started having this standard. And then we have the Criter classification system. The Criter classification system, as I've said before, it is a classification system that we use in Paris to regulate the low emission zones. And it takes into account the year of production, meaning the Euro standard, and the type of fuel the car has. For example, as you can see in the chart, if a car is a gasoline car and it has an Euro standard 5 or 6, it has a Criter 1. But if a car is a diesel car and it has the same Euro standard 5 or 6, is a Criter 2. Gas and rechargeable cars are classified as Criter 1. And green cars, we have Criter green, that we didn't have electric cars in our sample that will be part of that categorization. This is the latest Criter categorization based on June of this year. So in this model, we, again, it's adjusted for the same covariables that I mentioned previously. And we found an association for all the Criter levels based for black carbon. So as you can see, our reference was Criter 1, that is the newest cars, is all the cars that were after 2014 and that are gasoline cars. And these cars expose people to less black carbon, and we have a downing trend, meaning the oldest cars we have are in Criter 4 with 2.49. And then we have Criter 3 with 2 and Criter 2 with 1.63. That means that the newest cars are exposing participants to less in-cabin exposure to black carbon than older cars. The other association we found in our model is in the brands of Peugeot and Renault. And as you can see, this is not necessarily saying that Peugeot and Renault cars expose participants to more pollution. No,
because our base was very French, the model has more French cars and is powered to have more strength, and it can detect differences in those cars easier than it does in other brands. For example, you can see BMW, it has the same point estimate, but it does have like a bigger confidence interval, making it harder for the model to detect differences. So lastly, with this study, we found that the new public transportation system in Paris is outdated and could be causing detrimental health effects for the participants and for the people of Paris. And in this study, we also compared the Critter system with the Euro standard, and we found that the Critter system, because it incorporates not just year, but also fuel, it's a better system. And Critter is exclusively French, and with the reinforcement of the low emission zones, it could be that the pollution the participants are exposed also gets lower with time. And that's what we should expect to see. Thank you. Do you have any questions? Thank you. Maybe we can thank you for this very interesting presentation. Maybe we can take some question before the next talk. Maria Melchior, so please. You can also write your question in the chat. Yes, okay, all right. Oh, I can ask it. Oh, sorry, there's something wrong with the camera. Okay, never mind. Yes, thank you for your presentation. I was just wondering if you can give us any information about the health relevance of the different measures that you've looked at. So do we know, that with every such and such increase in exposure to pollution, your risk of I don't know what, asthma or some type of cancer increases, for instance? Just okay. Yeah. In our study, we cannot get those conclusions, but we do know that an increase in NO2, in CO, in black carbon does have effects that could lead to cancer, stroke. It depends on the amount of pollution that you're exposed in the certain amount of time over a long period of time. There's less studies over short exposure, short duration of exposure, but we know, for example, if you're a miner and you're exposed to black carbon, then you get these health effects. But in our study, because we are looking at inside the mobility track, and inside of each mobility track, you spend 10 minutes in Metro 1 and then 5 minutes in Metro 2. So we don't have, in this, we can conclude that, but this is a study that shows us if you're getting exposed repeatedly, because you every day take Metro 8 to work, and you're getting exposed repeatedly to those levels in comparison to other Metro lines, then another study can take that and see, okay, how many times should you take Metro 8 to then have a health effect? So that should be like a next step. Okay. I was thinking of external data, obviously, because yes, you cannot measure this in your study, but do you have any external data that you can actually use for reference and say that the types of differences in exposure that you're observing across different metro lines or different types of cars or whatever are actually relevant for health? That was my question. Okay, sorry. Yeah, these 3 pollutants that we measured, the 3 of them have detrimental health effects. NO2 is linked, CO is linked with stroke, black carbon is linked with dementia, and NO2 is linked with cardiovascular health. So we do know that, but as I said before, it depends on the time of the exposure. So as far as I can say, yes, those are linked to health conditions, but I would not like to tell you right now the amount of this could lead to a health effect. I can also help you. Thank you, Maria. I think that Paula can work on this in the last 2 months of her stage because she has the time to do this, and that I think is very interesting. Yes, keeping data from external papers, external studies, in order to say which amount of pollutants can cause different pathologies. Yes. Okay, there are 2 other questions in the chat, but I had a question before that. I had other questions also, but how did you choose a reference in your different models?
because it appears that the reference category was different according to the pollutant. So why? Yeah, as I said, we chose the reference based on previous analysis that we did, and it's the metro lines that expose people to the least amount of pollutants. So for the pollutant of NO2, we calculated the average of the exposure they had of pollutants in each metro line according to each of the pollutants. And for example, the least amount of NO2 is found in Metro Line 5. That's why we chose Metro Line 5 as the reference. Okay, I understand that, but was there any correlation between the different pollutants? No, it's different depending on the pollutant. For example, as I said, Metro Line 5 is for NO2, but for CO and for black carbon, it's Metro Line 6. So okay. There's not a necessary relationship between the types of metro, because we also try to identify if the types of metro had an incidence in what we were saying. For example, we have metros that are steel wheeled, and we have rubber tire metros. So we try to find if there was like a relationship with that, but no, there's not. Nothing that we found. So we just chose the reference based on the least amount of exposure of the participants. Okay, thank you, Paula. I think you can reply to the two other questions through the chat if you wish. And we are going to the next presentation. Giovanna? Yes, it's Naja. Naja, can you share your presentation? And we can see in this presentation one of the health effects of pollutants during mobility. Bonjour, je suis Najat et je vous présente aujourd'hui l'évaluation des effets des polluants de l'air sur les fonctions pulmonaires en utilisant des données du projet MobiliSense. Il faut passer en plein écran, Najat. Les polluants de l'air sont considérés comme un facteur de risque de maladies respiratoires. Ces maladies qui se caractérisent par des obstructions et des changements au niveau de la structure des poumons. Vous pouvez vous mettre en plein écran? En diaporama? Nadia? Oui. Full screen? Yeah. Oui. C'est bon? Oui. Les polluants de l'air sont considérés comme un facteur de risque de maladies respiratoires, ces maladies qui se caractérisent par des obstructions et des changements au niveau pulmonaire. Selon le dernier rapport de l'IRC, 7,3 millions de personnes en France vivent avec ce type de maladie respiratoire. Ces maladies sont diagnostiquées par des tests de spirométrie, selon la Société européenne respiratoire et les guides de la Société thoracique américaine, ATS. Dans la littérature, il existe un lag spatio-temporel dans la prise des mesures des polluants. Dans la plupart des études, les mesures des polluants sont prises d'une station ou d'une résidence et non pas d'un capteur pour chaque individu selon sa propre exposition et mobilité. Passons aux objectifs. L'objectif principal est d'évaluer une relation entre l'exposition à différents polluants de l'air tels que les particules fines, le monoxyde et le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone, le carbone suie et l'ozone et les fonctions pulmonaires. Par rapport aux objectifs secondaires, d'une part, c'est estimer la contribution de chaque polluant et leur effet à court terme sur les fonctions pulmonaires en utilisant l'exposition personnelle à ces polluants durant la mobilité et le transport de chaque individu. De même, tester la combinaison de ces polluants ensemble et leur effet sur les poumons. D'autre part, comparer les changements dans les mesures spirométriques entre le matin et le soir en prenant en considération les fluctuations des taux de ces polluants.
Le projet Mobilisens a eu lieu dans Paris et la zone métropolitaine en France entre mai 2018 et mars 2022. Ce projet contient 289 participants non-fumeurs. Chaque participant était suivi pour 6 jours où il porte 2 capteurs différents chaque jour dans le but de mesurer la mobilité, la tension artérielle, la spirométrie, le bruit et le taux des polluants, comme Paula a déjà expliqué. Les données dans notre analyse ont été collectées du projet Mobilisens, surtout pour la spirométrie et les polluants. Pour la spirométrie, chaque patient a 2 mesures. Une mesure prise le matin et l'autre le soir, durant 3 jours consécutifs, les 3 premiers jours du projet Mobilisens. Ces 2 mesures comportent les paramètres volume expiratoire maximal seconde, FEV1, et la capacité vitale forcée, FVC. Pour les polluants, les mesures sont collectées les 2 premiers jours et nous avons calculé la moyenne de chaque polluant allant de 15 minutes jusqu'à 6 heures précédant la prise des mesures de spirométrie pour chaque patient. Pour la méthode statistique, nos outcomes sont les paramètres de spirométrie déjà cités, FEV1 et FVC, ainsi le rapport entre volume expiratoire maximal seconde et la capacité vitale forcée. Un rapport inférieur à 70% peut indiquer une obstruction pulmonaire. Et finalement, la mesure delta pour chaque paramètre, FEV1 et FVC. Delta a pour but de comparer la mesure du soir à celle du matin et donc elle est calculée par soustraction des valeurs du soir de celles du matin. Les déterminants sont les polluants et leurs combinaisons. Les covariables testées peuvent être divisées en 3 étapes. Premièrement, les caractéristiques sociodémographiques telles que l'âge, le sexe, le type d'emploi, l'éducation. Puis, on a pris en considération les comportements ou les habitudes tels que l'alcool et le tabac et les covariables environnementales telles que la température, l'humidité et les saisons. Pour l'analyse statistique, des modèles linéaires à effet mixte ont été utilisés sur le logiciel R, fonction Elmer du package LEM4, avec des effets random sur les participants et les jours. Chaque polluant est testé suite à l'exposition avant 15 minutes jusqu'à 6 heures précédant les mesures de spirométrie. Je vous présente maintenant les résultats les plus importants dans notre étude. Ce tableau montre une association négative entre le carbone-suie prise avant 1 heure et 2 heures du paramètre volume expiratoire maximal seconde, FEV1. Chaque augmentation de 1 picogramme par mètre cube de carbone-suie diminue le paramètre FEV1 de 0,016 avant 1 heure et de 0,021 avant 2 heures, ce qui a un impact négatif sur les poumons. Pour l'ozone, l'association était positive. Pour les autres polluants et les autres durées de 15 minutes jusqu'à 6 heures, aucune association n'a été détectée. Ce deuxième tableau montre une association négative entre le carbone-suie avant 1 heure et 2 heures de la prise de mesure de delta pour le paramètre FEV1, ce qui montre que l'exposition au carbone-suie durant la journée diminue la mesure de FEV1 du matin au soir. NO2 n'était pas associé dans le modèle final, de même pour les autres polluants. Ce dernier tableau montre une association négative entre les particules fines et le ratio volume expiratoire maximal seconde divisé par la capacité vitale forcée avant 15 minutes et 30 minutes de l'exposition. Et pour le carbone-suie, une association négative aussi avant 2 heures jusqu'à 4 heures de la prise de mesure du ratio. Il n'existe pas des associations pour les autres polluants dans ce modèle. Notre étude montre une association positive entre l'ozone et les paramètres spirométriques, ce qui est contradictoire à la littérature. On vérifie les interactions entre les polluants ainsi que d'autres explications potentielles de cette association positive en regardant la littérature passée d'une part et en consultant des experts comme Madame Isabella Anessi Massano. De plus, nous avons obtenu une association négative entre le carbone-suie et les
et les particules fines avec les paramètres de spirométrie, ce qui est observé dans la littérature et ce qui montre que ces deux polluants ont un impact négatif à la fonction pulmonaire. Merci pour votre attention. Je suis prête à vos questions. Merci beaucoup, Najat, pour votre présentation. Voilà, encore un beau travail. Est-ce que vous avez des questions? Donc alors je vais poser une question en attendant que les gens s'expriment sur le chat éventuellement. Euh, la différence entre 1 heure et 2 heures, on est d'accord que 2 heures contient 1 heure ou c'est de l'exposition cumulée, que c'est de cette manière-là que vous l'interprétez? Le fait que le coefficient qui associe l'exposition à la pollution et la baisse du volume, enfin de la spirométrie, euh, c'est à la 2e heure que c'est observé, mais du coup, c'est les conséquences aussi de ce qu'on a observé à la 1re heure. Enfin, je ne sais pas comment trop bien l'expliquer, mais est-ce que ce n'est pas des résultats qui sont extrêmement corrélés par nature? C'est ça ma question. Est-ce que vous vous attendiez à trouver à 2 heures des résultats très différents de ceux que vous trouvez à 1 heure? Ça dépend du polluant et nous avons aussi testé, non pas seulement avant 1 heure et avant 2 heures, nous avons testé jusqu'à avant 6 heures d'exposition pour détecter une valeur fixe de cette exposition. Et à mon avis, il y a une différence avant 1 heure et avant 2 heures. Par exemple, on a obtenu des associations positives avant 1 heure et non pas avant 2 heures pour tous les paramètres. Oui, mais ce n'est pas Euh, seulement un problème. pour le ratio, par exemple, FeV1 divisé par FVC, le carbone suie n'était pas associé avant 1 heure, mais il était associé avant 2 heures. D'accord. Donc, Et Fabrice, si je peux ajouter, oui, c'est l'exposition cumulée dans les 2 heures. Donc, 2 heures inclut aussi la 1re heure. Oui. donc c'était, voilà, ok. Merci. Une question de Aliou Baldé. Est-ce qu'il y a eu des inclusions pendant le confinement Covid? Mhm. Where's the question? Est-ce que certains... Nada? Oui. Oui. Bon, j'ai répondu, j'ai dit que non. En fait, il y a eu un stop entre la première et la deuxième vague des collectes des données. Donc non. D'accord. Donc ça n'a pas été influencé par la baisse des expositions qui est survenue pendant le confinement potentiellement? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Manifestement non. Eh bien, merci beaucoup pour ces présentations vraiment très intéressantes sur ce projet Mobilisance. Merci Giovanna. Et donc maintenant, avec 3 minutes d'avance, ou 2 minutes d'avance, je vais passer la parole à l'équipe Pépite, où on a un premier exposé de Guillaume Martin sur... je vais le laisser présenter son sujet, ça sera plus simple. Et Guillaume, tu démarres quand tu veux. Tout à fait, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Alors attendez, je partage mon écran. Hop. Tac, c'est bon, vous C'est voyez bon, l'écran. c'est plein écran. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, moi je m'appelle Guillaume Martin, je suis médecin de santé publique et doctorant sous la supervision du professeur Deschartres, donc du département de santé publique de la Pitié-Salpêtrière, et effectivement du coup membre de l'équipe Pépite.
Aujourd'hui, je vais vous présenter le résultat de mon premier travail de thèse avec un article publié qui consistait en une revue méthodologique du score de propension dans les études observationnelles comparatives et où on a montré, je vais vous montrer les résultats, le titre est un peu actif, dirons-nous, mais montrer qu'il y avait des limites de reporting et de transparence dans l'utilisation de cette méthode. Mais tout d'abord, donc voilà, tout d'abord, l'article il avait été publié, pour ceux que ça intéresse, dans le JCE en début d'année dernière. Et le contexte est notre question de recherche. Le sujet, c'est les études observationnelles et les études observationnelles sur les bases de données secondaires. Donc, ces bases de données secondaires, qu'on peut aussi appeler bases médico-administratives. Il y a aussi les entrepôts de données de santé. Donc, c'est des bases qui ne sont pas initialement construites pour la recherche, mais elles sont de plus en plus utilisées pour la recherche. En France, on connaît le SNDS. Il y a beaucoup de travaux sur l'entrepôt de données de santé à la PHP. Le problème de ces bases, c'est qu'il y a beaucoup de variables qui ne sont pas collectées ou pas structurées. Et ces variables peuvent constituer des facteurs de confusion. On pense notamment à des variables comportementales, sociales, mais aussi des variables tout simplement cliniques, des résultats d'imagerie, de biologie, et évidemment aussi des facteurs de confusion qui seraient inconnus pour notre question de recherche. Le problème, c'est que dans les études observationnelles qui utilisent ces bases de données, bah, on n'a pas de randomisation par définition, et donc ça pose une limite importante dans ces études en lien avec la confusion. Classiquement, dans des études prospectives, ce qu'on fait, c'est qu'on va collecter des scores de confusion connus, euh, en tout cas sur les cohortes primaires. Et puis après, on va utiliser des méthodes d'inférence causale, des scores de propension, des modèles marginaux, etc., pour évaluer notre question de recherche. Mais sur ces bases secondaires, comme elles n'ont pas été designées pour la recherche, bah, c'est problématique. Cela dit, ces bases de données secondaires, elles ont une grande dimensionnalité. Souvent, il y a quand même beaucoup de variables. Elles sont très exhaustives, que ce soit sur une population ou sur, par exemple, dans le SNDS, les actes qu'aurait eu un patient dans son parcours de soins. Et donc, une hypothèse qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a de nombreuses variables qui pourraient servir finalement de proxy des facteurs de confusion non mesurés. Et c'est en partant de cette hypothèse qu'a été développé le score de propension à haute dimension, aussi appelé HDPS, en 2009 par les équipes du professeur Schneeweiss à Harvard, euh, et qui a proposé une méthode finalement qui va venir conceptualiser l'information de ces bases de données secondaires et sélectionner puis combiner des centaines de variables auxquelles on ne pensait pas forcément au début dans notre question de recherche, en les combinant dans un score de propension qui est censé permettre de mieux refléter la confusion non mesurée. Donc, comme je vous le dis, c'est un algorithme, une approche qui avait été spécifiquement construite pour les bases de données secondaires, relativement standardisée et théoriquement reproductible. Il y a d'ailleurs tout un tas de packages, que ce soit SAS ou R, pour l'utiliser assez facilement. Brièvement, comment ça fonctionne? C'est un algorithme en 7 étapes, où la première étape, on vient définir la base de données et ses dimensions. Ces dimensions, il faut qu'elles soient cohérentes, qu'elles couvrent les différents aspects du soin, et on vient les définir forcément sur une fenêtre d'évaluation appropriée, un peu notre période baseline. Donc, par exemple, si on prend ce qu'on pourrait faire sur le SNDS, bah, on a des consultations en ville, on a des diagnostics à l'hôpital, on a des médicaments, des procédures. Bah, on vient voilà, choisir ces dimensions sur une période qui nous semble appropriée. Et souvent, ces dimensions dans les bases de données secondaires, ce qu'on retrouve, c'est des codes. Par exemple, des codes SIM10, des codes ATC, des codes CCAM. Donc ensuite, on va définir la granularité des données au sein de ces dimensions. Donc c'est finalement définir le nombre de caractères de ces codes, ou alors si c'est un label, la profession, par exemple, du spécialiste qu'on est allé voir en consultation en ville. Ensuite, on vient filtrer au sein de ces dimensions et ben, les codes les plus fréquents. Donc, par exemple, bah, la consultation de médecine générale ou le diagnostic de diabète qui sera dans les principaux, avec un cutoff qu'on définit préalablement, souvent les 200 premiers codes de ces dimensions. Et puis, on vient diviser finalement chacun de ces codes pour chaque patient. On vient créer une covariable qui est en fait qui reflète la récurrence de ce code dans la période d'évaluation. Souvent, ce qui est utilisé, c'est l'approche dite one sporadic frequent, donc unique sporadique fréquence, c'est-à-dire que si un patient a eu au moins une fois un code, on va lui mettre un 1 pour sa variable unique. S'il a eu plus de la médiane de la distribution de ce code dans la population, on va lui mettre sporadique. Et s'il a eu plus du troisième quartile, on va lui dire fréquent. L'idée, c'est que ce soit voilà, un peu un proxy de la fréquence, de la quantité de ce code, et donc aussi de sa temporalité finalement dans la fenêtre d'évaluation.
Donc là, vous l'avez peut-être vu sur le schéma, mais ça fait beaucoup de variables. On peut se retrouver typiquement avec cet exemple avec 1875 variables. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis surtout, il y aura probablement des variables instrumentales, des choses qu'on ne peut pas inclure. Donc, on vient eh bien, sélectionner ces variables à l'aide d'un algorithme de sélection de variables qui vient évaluer le potentiel de biais de ces variables en fonction de l'association covariable critère de jugement et covariable intervention. Et ça, classiquement, ce qui avait été recommandé à l'époque, c'était d'utiliser la formule de Bross. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais si ça vous intéresse, elle est disponible sur l'écran. Donc, au sein de chaque dimension, avec cette formule, on va évaluer le potentiel de biais des variables et puis sélectionner les variables qui auraient le potentiel de biais le plus important. Typiquement, sur ces 1875 variables, prendre les 500 covariables avec le potentiel de biais le plus important. Ensuite, on va rajouter les variables classiques qu'on aurait voulu utiliser dans notre étude. Souvent, les variables qui sont d'ailleurs pas captées dans les dimensions, l'âge, le sexe, ce qu'on a dans ces bases de données. Et à partir de ça, c'est pour ça que ça s'appelle HDPS, hein, le PS c'est pour score de propension, bien finalement faire un score de propension et avec le modèle qu'on veut, finalement l'approche qu'on veut, estimer notre effet intervention. L'HDPS, il y a eu beaucoup d'études de simulation ou des use cases individuels qui ont montré qu'il aurait de potentielles meilleures performances versus les approches classiques pour réduire la confusion dans les études sur base de données secondaires. Ça reste, cela dit, un peu discuté. J'anticipe un peu la question de est-ce que ça introduit pas, est-ce qu'on n'a pas de la collinéarité entre les variables, est-ce qu'introduire des variables instrumentales éventuellement sélectionnées ou des colliders biaiserait encore plus l'étude? A priori, non, selon des études de simulation également, et c'est moins grave d'en inclure que de ne pas réduire la confusion résiduelle. En conséquence, il y a eu des recommandations d'utilisation du HDPS en fait, finalement, par différentes agences réglementaires. Aux États-Unis, la FDA, en France, la HAS mentionne l'HDPS dans ses guidelines un peu de réalisation des études observationnelles à destination de l'industrie, notamment. Mais le problème, c'est que, vous l'avez vu, bon, il y a quand même un côté un peu black box, il y a beaucoup de variables, on ne sait pas trop ce qu'on sélectionne. L'utilisation en pratique courante du HDPS a été peu décrite, et notamment, elle pourrait être assez hétérogène. Et donc, l'objectif de ce travail, c'était d'évaluer la méthodologie des études utilisant l'HDPS et leur transparence dans l'utilisation de cette méthode. Donc en méthode, donc on avait une revue systématique finalement assez classique en sélectionnant des articles sur PubMed, Google Scholar et en allant chercher également ceux qui ont cité la publication originale. L'équation de recherche est disponible ici un petit peu plus détaillée, mais globalement c'est un mot assez connu, HDPS ou High Dimensional Propensity Score. Donc on pouvait choisir ces termes qui étaient quand même relativement sensibles et spécifiques. Et notre objectif n'était pas non plus d'être le plus exhaustif possible, mais d'avoir un échantillon assez représentatif. Et puis sur ces études, on a sélectionné en double les études donc, observationnelles qui évaluaient, pharmacoépidémiologiques, qui évaluaient la sécurité ou l'efficacité d'une intervention et qui utilisaient l'HDPS, que ce soit d'ailleurs en analyse principale ou en analyse secondaire ou de sensibilité. Et on a exclu les études de simulation, les études qui cherchaient à répondre à d'autres questions épidémiologiques, notamment de pharmacovigilance ou médico-économique. Et à partir de ces articles, on a extrait tout un tas d'informations. Peut-être pas forcément rentrer dans le détail, on verra dans les résultats, mais des infos sur la publication, des infos sur les bases de données utilisées, des infos sur la méthodologie générale de l'étude, le design, comment a été évalué le contraste causal, le risque de biais, mais surtout des infos sur la méthodologie, la construction du HDPS dans cette étude, sur l'analyse principale, ou en tout cas la première rapportée quand ce n'était pas l'analyse principale. Donc, par exemple, le nombre et le type de dimensions utilisées, les codes, les terminologies, les méthodes d'évaluation de la récurrence, de priorisation des variables. On a aussi évalué l'inspection du HDPS, c'est-à-dire est-ce que les auteurs avaient ensuite évalué s'il y avait un bon équilibre des covariables entre les deux groupes, est-ce qu'ils avaient utilisé des méthodes pour screener s'il y avait eu de l'inclusion de variables instrumentales, est-ce qu'ils avaient fait des analyses de sensibilité en modifiant des paramètres du HDPS, comme vous l'avez vu, on peut un peu choisir différents paramètres, est-ce qu'ils avaient également évalué le biais résiduel. Il y a eu différentes guidelines récemment publiées sur le sujet. Donc, on a aussi évalué finalement à partir de cette guideline, d'une de ces guidelines qui avait été publiée par Tazar en 2022,
les 7 items qu'ils avaient recommandé de bien rapporter quand on fait une étude utilisant cette méthode, qui sont les dimensions, les paramètres de génération des variables, la récurrence, la méthode de priorisation, le nombre total de variables, le logiciel, les analyses de sensibilité. Et voilà, avec tout ça, on a fait différentes analyses descriptives que je vais maintenant vous présenter. Donc, on a sélectionné en tout 136 études. Vous voyez le flowchart à gauche qui avait une médiane de publication en 2018. Donc, la méthode date de 2009 avec les premières études qui ont été publiées en 2010-2011. Donc, on voit que l'utilisation est plutôt croissante au fil des années. Les pays, en tout cas les premiers auteurs de ces études étaient principalement nord-américains avec le Canada et les USA dans les pays les plus oui, présentés sur tout un tas de sujets cliniques, voilà, de la cardio, de la diabéto, de la psychiatrie. Donc, une utilisation assez variée finalement de cette approche, principalement pour des études de safety, mais également d'efficacité ou quand il y avait un mélange des deux, les deux. Euh, Ces 136 études, finalement, incluaient 192 datasets, parce que parfois, certaines études présentaient des résultats sur plusieurs bases de données, mais principalement sur ces 192 datasets, on voit que la plupart, en fait, correspondaient à des bases de données médico-administratives, donc en anglais, Payers Claim Database. C'est un peu comme le SNDS en France. Puis ensuite, 30% utilisaient soit un mélange de bases médico-administratives avec des registres ou des entrepôts, soit des entrepôts de données, donc plutôt IMR principalement. Scoremark, bon, j'ai remis les pays pour les bases de données, même chose, beaucoup de bases nord-américaines, mais en France, il y a quand même, voilà, si jamais ça vous intéresse, cette étude sur le SNDS et une utilisant le PMSI. Méthodologiquement, on était principalement sur des études utilisant un design New User Design finalement, qui évaluait l'intervention soit en équivalent analogue de l'ITT, soit en équivalent analogue du pair protocole, assez équilibré finalement. Très peu de protocoles par contre à l'échelle de l'étude, ce qui est un peu dommage, vous verrez à l'aune des résultats suivants, parce que on peut faire varier les paramètres du HDPS et ce serait plutôt recommandé finalement de faire un protocole en amont quand vous utilisez cette méthode. L'HDPS était principalement utilisé en analyse principale, dans 88% des études, avec en moyenne, en médiane 5 dimensions utilisées et une période d'évaluation des covariables d'environ 1 an. Ce qu'on remarque, c'est pour les différentes étapes, vous voyez, step 3, step 4, step 5, de la construction du score. La plupart en fait des études ne mentionnaient pas vraiment l'approche ou le cutoff utilisé et faisaient principalement une référence à la publication originale en disant voilà, on a fait le HDPS comme Schneeweiss et al. En 2009. En médiane, ces études incluaient 500 covariables, donc covariables dites empiriques, dans le score de propension à haute dimension. Et seulement 23% cependant rapportaient la liste de ces covariables. Et tandis que, heureusement, bon, 86% rapportaient quand même la liste des covariables investigateurs qu'ils avaient rajoutées à ces variables empiriques. Concernant l'inspection du FDPS et les enjeux de transparence, ce qu'on voit, c'est qu'environ la moitié des études utilisaient des méthodes d'évaluation de l'équilibre des covariables, que ce soit l'utilisation de différents standardisés. Certaines utilisaient l'AC statistique, qui n'est pas forcément recommandé, mais on l'a quand même rapporté. Peu d'études évaluaient l'HDPS finalement en évaluant s'il y avait des variables instrumentales, etc. Et peu d'études évaluaient des changements dans des choix méthodaux finalement dans la construction de ce score, par exemple en utilisant plus ou moins de dimensions, en changeant un peu la granularité des données, etc. Et enfin, peu d'études également comparaient les résultats issus de l'analyse HDPS avec des résultats issus d'une analyse plus conventionnelle, par exemple faire un score de propension uniquement avec les variables investigateurs ou d'ailleurs une analyse multivariée. Et peu d'études également auraient pu utiliser des contrôles négatifs pour voir si finalement le HDPS avait un intérêt par rapport à une approche plus conventionnelle.
Et à droite, vous voyez la figure donc c'est un radar chart qui résume un peu le reporting des 7 items recommandés. On voit qu'ils sont globalement mal recommandés, sauf le nombre total de covariables sélectionnés et le logiciel et les dimensions. Et en fonction après de notre évaluation, si on était strict, si on prenait uniquement ce qui était disponible dans la publication, ou si on considérait que la référence à la publication originale, c'était dire qu'on avait fait exactement la même chose. Voilà, ça variait un peu pour les méthodes d'évaluation de la récurrence et la méthode de priorisation. On a également évalué le risque de biais. Ce n'était pas le sujet principal de l'étude. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait quand même nous, une difficulté à évaluer le biais lié à la confusion, parce qu'en fait, on mettait moderate quasiment à tout le monde, même si on pourrait se poser la question de comment on évalue. En fait, on ne peut pas, dans les études observationnelles, aujourd'hui, avec le Robbins-E, mettre un risque de biais faible pour la confusion, parce que il faudrait qu'il y ait de la randomisation. Or, il n'y en a un peu jamais par définition. Donc, peut-être que l'outil n'est pas hyper approprié pour ces méthodes qui se veulent en tout cas un petit peu plus robustes que les méthodes classiques. Mais que sinon, le biais le plus fréquemment retrouvé, c'était le biais lié aux déviations des interventions. Ça, c'est pas forcément lié à l'utilisation du HDPS. C'est peut-être surtout un petit reminder pour dire que c'est pas parce qu'on a une bonne méthode pour réduire la confusion qu'on n'est pas exposé à tout un tas d'autres types de biais, notamment liés au design de l'étude. Et donc, pour conclure, c'est une méthode intéressante qui est devenue populaire au fil des années, de plus en plus utilisée, qui avait été pensée pour être utilisée sur différents types de bases de données, qui se veut relativement reproductives, qui avait été pensée pour la pharmacoépidémiologie, je vous l'ai dit, donc standardisée. Mais au final, ce qu'on a vu, c'est que la transparence d'utilisation de cette méthode pourrait être largement améliorée, notamment en utilisant les nouveaux outils méthodologiques récemment publiés, en rapportant bien les items recommandés et que les auteurs pourraient également plus partager l'information, ce qui permettrait de faire favoriser finalement l'émergence de standards plus spécifiques aux bases de données, notamment en évaluant les choix méthodologiques. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des études qui se sont intéressées, par exemple, sur CPRD, qui est une grosse base de données anglaise, si utiliser les codes READ, qui sont leurs codes classiques, versus les codes SIM10, qu'est-ce qui se rapprochait le plus des résultats d'essais cliniques en faisant une étude HDPS. Et ils ont vu typiquement que dans leur cas, les codes SIM10 étaient mieux. Donc voilà, il y a des questions probablement méthodologiques à se poser, plus spécifiques aux bases de données. Donc, partager les codes, ça pourrait être utile là-dessus, notamment en France, si des auteurs sont intéressés, parce que c'est facile à mettre en place une fois qu'on a designé ses études et ça permettrait de continuer à évaluer ses performances. Et nous, notre étape suivante, c'est évaluer ses performances à l'échelle de la littérature. Donc, on va refaire une deuxième revue systématique, mais plutôt à visée méta-épidémiologique. Et s'il y a des curieux, si jamais en France, les experts HDPS, c'est surtout BPE, donc Bordeaux Pharmacoépi et l'équipe de Patrick Blin, pour ceux qui le connaissent. Et mes références. Voilà, je vous remercie. Merci Guillaume pour cette présentation. Donc, un travail publié, du coup, il ne doit pas soulever beaucoup de questions, malgré moi j'en avais une, et puis il ne faut pas qu'on déborde de l'horaire. Les équipes, les 7 travaux SNDS, ils viennent tous de la même équipe ou il y a une hétérogénéité? Non, il y a plusieurs équipes. Je ne saurais pas vous dire combien. Je me demande s'il n'y en a pas 3-4. Et je crois que Patrick Blin, ils en ont fait 3-4 eux aussi sur les 7. Et il y en a eu d'autres récemment, il me semble d'ailleurs, depuis notre revue. Eh bien, mais en tout cas, je pense que c'est aussi très intéressant pour l'ensemble de l'unité d'avoir connaissance de ces méthodes, pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, et donc on va passer. Merci Guillaume. Ah, attendez, il y a une question qui est arrivée sur le chat. C'est Charles Assad. La formule de Bross utilisée pour sélectionner les variables garantit-elle le respect de l'hypothèse d'échangeabilité, ignorabilité? Et si oui, pouvez-vous en expliquer l'intuition? Attendez, je lis le truc. Si oui, pouvez-vous, quel est le retour? Ce que je Euh, propose, c'est que si tu l'acceptes, Guillaume, de répondre à cette question sur le chat. N'hésitez pas, ouais. comme ça tout le monde verra la réponse. Et en attendant, David, que je remercie de présenter, puisque les échos viennent de le libérer.
C'est moi qui vais passer les diapos, donc il faut que tu arrêtes ton partage d'écran. Merci. Voilà. Et donc, David, si tu peux apparaître au moins, et je vais afficher tes diapos, à moins que tu puisses les partager. Non, je ne peux pas les partager. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je Parce t'entends que bien. j'ai... Moi, je Ouais, t'entends bien. parfait. Et ensuite, je crois que je vais... Enfin, je vous dis bonjour comme ça, mais je vais arrêter mon partage de vidéo pour être sûr de bien capter, parce que je suis pas dans les bonnes conditions pour... Enfin, je suis pas à mon bureau, quoi. D'accord. Donc, voilà. Et d'avance, désolé pour l'écho ou le petit bruit ambiant que vous entendez peut-être. Voilà, dites-moi si vous m'entendez toujours pendant le diaporama. Euh, C'est donc parti. voilà, donc, ouais, merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une recherche à laquelle j'ai eu la chance de participer avec des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et un chercheur de l'école NSAI. Et donc, il va parler de pondération sur score de propension et plus particulièrement de comment estimer la variance de l'effet d'un traitement estimé avec cette méthode. Tu peux passer la diapositive. Donc, et la diapositive suivante, et encore, voilà. Donc, le contexte, très rapidement, c'est bien entendu les études observationnelles de cohortes où l'exposition d'intérêt est mesurée initialement. Bien évidemment, l'étude de cohorte est observationnelle. Il y a des facteurs de confusion pré-exposition à prendre en compte pour pouvoir faire la comparaison de manière correcte. Donc, tu peux passer la diapositive. Donc, une méthode parmi d'autres pour effectuer ceci et prendre en compte ces facteurs de confusion, c'est les méthodes basées sur le score de propension qui ont été proposées il y a un moment maintenant. Et par définition, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que certains d'entre vous connaissent toutes ces bases-là, le score de propension, c'est une probabilité et c'est la probabilité d'être exposé au traitement d'intérêt. Je me place dans le cas d'un traitement binaire et je vais résumer ça par exposé ou non exposé. Donc le score de propension qui est noté EI pour un individu sur cette diapositive, c'est la probabilité d'être exposé conditionnellement aux caractéristiques initiales pré-exposition de chaque individu. Je peux passer la diapositive. Donc, parmi les méthodes d'utilisation de ce score de propension, on s'est intéressé spécifiquement à la pondération sur score de propension, qui est l'une des méthodes les plus élégantes en fait pour utiliser le score de propension une fois qu'il a été estimé et qui fonctionne très brièvement en pondérant chaque sujet de l'analyse en fonction de la valeur de son score de propension pour créer une nouvelle population qui s'appelle une pseudo-population, où chaque individu peut être représenté plus ou moins de fois, et donc chaque individu peut être par exemple représenté deux, trois ou quatre fois, de manière à équilibrer les caractéristiques initiales des deux groupes. Et selon la manière dont on construit les poids, donc l'ingrédient est toujours le même, hein, le score de propension, et ensuite il y a différentes manières de constituer ces poids. On peut s'intéresser à différentes populations cibles, par exemple s'intéresser à l'ensemble de la population de la cohorte, ou alors s'intéresser plus spécifiquement à la population des individus effectivement exposés au traitement, ou encore à la population en équipoise. Je ne vais pas forcément redéfinir ces termes parce que ça ne va pas être la cible de cette présentation, mais si vous le souhaitez, je pourrais répondre à quelques questions là-dessus si vous le voulez. Donc, pour vous expliquer brièvement les ingrédients de cette méthode, d'abord, on a besoin du score de propension lui-même et donc de l'estimer à partir des données, puisqu'il ne s'agit pas d'une variable intrinsèque qu'on mesure directement chez chaque individu. Et pour ce faire, on va utiliser un modèle multivarié où la variable à expliquer, c'est l'exposition en elle-même, qui est notée A sur cette diapositive. Et puis, les variables explicatives sont les caractéristiques pré-exposition. D'habitude, enfin, le plus fréquemment, on utilise pour cette étape un modèle logistique multivarié, mais c'est pas obligatoire. On peut utiliser n'importe quel type de modèle. Et donc ici, pour vous présenter en fait uniquement trois exemples, on s'est intéressé à trois modèles linéaires généralisés, donc la régression heuristique dans la première colonne. Mais si on modifie la fonction lien, on peut également utiliser, par exemple, un modèle probit ou CLOG-log. À partir de ce modèle estimé, on estime le score de propension de chaque sujet. Et à partir de là, on va dériver un poids pour chaque individu qui va, comme je l'ai déjà dit, dépendre de la population cible de notre analyse et donc de l'objectif de la recherche.
Donc, je ne vais pas citer l'ensemble de ces exemples, mais selon qu'on s'intéresse à l'ensemble de la population, au sujet traité ou à la population en overlap, on va estimer ces poids de différentes manières en fonction de la population cible et du fait que le patient est effectivement traité ou non. Donc, je vous ai résumé ça sur cette diapositive. Je pense qu'on peut passer. À partir du moment où on a les poids, l'analyse devient similaire, quel que soit le poids choisi. Donc, on va d'abord estimer la moyenne de notre critère de jugement, la moyenne pondérée de notre critère de jugement dans chacun des deux groupes, chez les traités ou chez les non-traités, donc en faisant des moyennes pondérées tout simplement. Et enfin, une fois qu'on a ces deux moyennes, tu peux passer à la diapositive, on va estimer une mesure d'association qui va être par exemple une différence de moyenne ou une différence de risque. Et si notre critère de jugement est binaire, on va pouvoir estimer également un risque relatif ou un odds ratio dont on va prendre le log pour l'inférence ensuite. Ça faciliterait les choses. Donc voilà. Donc, pour l'instant, je vous ai résumé en extrême vitesse la pondération sur le score de propension, mais en tant qu'épidémiologiste, une fois qu'on a estimé notre mesure d'association, on n'a fait que la moitié du travail. Il faut aussi estimer l'écart type de cet effet. Pour ça, il va falloir faire attention à différentes choses. Donc, l'estimateur de variance qui est utilisé va devoir tenir compte de tous les ingrédients que j'ai déjà décrits, et donc notamment du type de poids, ATE, ATT, excusez-moi, je n'avais pas utilisé ces acronymes, mais c'est ceux que j'avais mis sur le diaporama. Donc, le poids utilisé selon la population cible. Également, je vous ai un peu suggéré qu'on allait créer une pseudo-population où certains individus vont être sous- ou surreprésentés, ce qui va créer dans la population, dans la pseudo-population créée, des dépendances entre des individus qui ont été surreprésentés. Et donc, il va falloir tenir compte de la corrélation qui va être créée entre les individus de la pseudo-population. Donc, ça, c'est le point 2. Et puis enfin, le point 3, il est un peu particulier. Donc, le score de propension, c'est quelque chose qui n'est pas connu chez les individus comme l'âge ou le sexe, mais quelque chose qu'on a dérivé lors de la première étape de l'analyse à partir des données de la cohorte et qui donc ne sont pas connues avec certitude. Et c'est cette incertitude qu'il va falloir mettre dans notre estimateur de variance. L'estimateur de variance va devoir en tenir compte. Donc, on va devoir tenir compte de l'étape d'estimation et également, évidemment, du modèle de propension qu'on a utilisé. Donc, pour ça, il y a différentes solutions. Je commence par les solutions qui marchent les moins bien. Donc, la première solution, c'est d'utiliser le logiciel de statistique et les fonctions de base de notre logiciel de statistique sans aucune prudence, on va dire, puisque n'importe quel modèle permet d'estimer des mesures d'association pondérées. Seulement, la plupart du temps, sans précaution particulière, le modèle fait comme si le poids de chaque individu était connu, sans incertitude. Et en fait, on tient compte du type de poids, mais pas de son incertitude, et ni de la corrélation entre les individus de la pseudo-population. Et dans ce cas-là, en fait, l'estimation de la variance, on a prouvé qu'elle était mal estimée, et globalement, c'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire. On peut directement passer à la solution 2, qui est un petit peu meilleure, puisque la plupart des logiciels de statistique permettent d'estimer des variances qui sont dites robustes, c'est-à-dire des variances qui tiennent compte du fait que les individus de la pseudo-population ne sont pas tous indépendants, donc qui permet de tenir compte, en plus du point 1, du point 2 que j'avais noté. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais ça ne tient pas compte de l'incertitude dans l'estimation du score de propension en lui-même. Et dans ce cas-là, ça peut avoir des impacts qui sont assez connus. Quand on s'intéresse à l'ensemble de la population, ça peut surestimer l'écart type et la variance, et donc avoir par exemple des intervalles de confiance qui vont être un petit peu trop larges. Par contre, quand on s'intéresse à d'autres populations cibles que l'ensemble de la cohorte, ça peut avoir des impacts un peu aléatoires, ou plutôt, ça peut surestimer ou sous-estimer l'écart type de l'estimation. Donc là, on est un petit peu moins sûr des interférences statistiques. Donc, ce n'est pas idéal. Et donc, il y a une troisième solution qui est assez simple à utiliser, qui est d'utiliser une estimation de la variance bootstrap. Donc, je ne vais pas expliquer ce qu'est que le bootstrap, mais globalement, c'est une méthode qui va permettre de tenir compte de l'ensemble des ingrédients. De manière simple. Par contre, ça peut être assez intense en termes de calcul, et notamment pour les très grandes bases de données, ça peut être très long en termes de calcul et donc parfois un petit peu rédhibitoire.
Et donc, on aimerait le meilleur des deux mondes. Et donc, la solution 4 sur la diapositive suivante serait un estimateur analytique de la variance qui tienne compte de l'ensemble des ingrédients. Donc, ces estimateurs existent, mais ils sont premièrement pas faciles à implémenter. Et tous ceux qui ont été proposés jusque-là tenaient compte de la fonction de excusez-moi, donc tous ceux qui ont été estimés, proposés jusque-là, se focaliser sur un modèle de propension estimé avec un modèle logistique et se focaliser sur des pondérations de type ATE, sauf de rares exceptions. Et donc l'objectif, désolé, j'ai été un petit peu long, l'objectif de ce projet de recherche, c'est de proposer un estimateur analytique de la variance unifié, c'est-à-dire qui soit applicable quel que soit le modèle de propension utilisé et quel que soit le type de pondération effectuée ensuite, d'évaluer ses performances pour l'inférence statistique et puis de proposer une implémentation avec le logiciel R qui soit pour permettre de facilement l'utiliser. Donc, on peut passer la diapositive. Donc, pour l'instant, pour le premier Il va objectif, falloir ouais, conclure bientôt, David. ouais, je vais conclure. Donc, pour l'estimateur unifié, juste, comme vous pouvez le voir ici, en fait, c'est un estimateur. Donc, pour l'avant-dernière ligne de ces diapositives, c'est un estimateur qui a deux composantes. Une composante qui est non corrigée, qui est notée uncore ici, et qui permet de tenir, qui est similaire à l'estimateur analytique qui ne tient pas compte de l'incertitude de l'estimation du score de propension, et à laquelle on a ajouté donc une correction diapositive suivante, qui va nous permettre, donc les corrections, elles sont globalement mises en rouge et en bleu ici, qui tiennent compte à la fois de l'estimation du score de propension, c'est ce qui est en rouge, et du type de modèle utilisé, c'est ce qui est ici en bleu et qui tient compte de la fonction 1 qui est notée ici en G. Tu peux passer à la suite, même encore à la suite, à la suite, à la suite. Je vais passer, puisque je dois conclure. Donc, pour les performances en termes d'inférence, eh ben, elles sont plutôt bonnes. Donc, à gauche et à droite, on a un estimateur analytique qui est soit non corrigé, soit corrigé. Ici est représenté donc, pour différents types de pondération et pour une mesure d'association qui est le risque relatif pour différents scénarios, le taux de recouvrement de notre intervalle de confiance. Plus il est vert, plus le taux de recouvrement est correct. Et donc, on voit que quand on ne corrige pas l'estimation de la variance, on est soit on surestime la variance et parfois on la sous-estime quand c'est en bleu, alors qu'avec l'estimateur corrigé, ben, tout est à peu près au vert. Pour la suite, on a proposé donc une implémentation vraiment très expliquée de la manière la plus pédagogique possible avec un exemple d'application sous R et une base de données que vous pouvez télécharger. C'est un article qui a été publié donc, dans Statistics in Medicine et vous pouvez le voir avec le QR code. Et donc pour conclure, c'est un estimateur analytique de la variance qui est moins intense en calcul et donc plus rapide à calculer que le Bootstrap et qui permet de faire aussi bien, qui est applicable quel que soit le modèle de propension utilisé et quelle que soit la population cible visée par les objectifs de la recherche et que je vous encourage à utiliser dans vos applications. Je vous remercie beaucoup et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, David, et merci de partager aussi ces méthodes, parce qu'effectivement, c'est des questions que je pense, en tout cas des problématiques que beaucoup d'équipes rencontrent lorsqu'ils utilisent des scores de propension et sur lesquelles, effectivement, on n'est pas très, très vigilant en général. Et donc là, maintenant, on sait quoi faire et tu nous donnes les solutions pour le faire. Est-ce qu'il y a, alors, donc, il y a deux questions sur le chat. Euh, Je ne les vois pas très bien, excuse-moi. je vais les lire. Alors non, c'était Non, autant c'est mes pas de réponses. question, c'est Ouais. la réponse de Guillaume à la question qui était posée. Il n'y a pas spécialement de questions. On a le temps pour une question. En tout cas, bravo pour ce travail. Vraiment, je pense un Merci. travail important. Et encore une fois, j'encourage tout le monde à aller lire l'article publié et à utiliser ce code. Bien, bah écoutez, on arrête là. Et ça tombe bien parce que j'ai une réunion qui a déjà démarré depuis 2 minutes. Et donc, en rendez-vous en septembre, ça figure dans le message, c'est le 25 septembre pour le prochain séminaire de présentation d'équipe. Très bel été à tous et à bientôt. Merci. Au revoir.
Merci, au revoir. Merci.